Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Vous savez, un prêtre de mon style, vous n'en verrez sans doute plus guère. J'étais domestique de ferme. Le petit valet, comme on dit en Vendée. L'Église a fait de moi un professeur. Moi qui aurais voulu devenir curé de campagne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cette soutane que tant d'autres ont abandonnée, j'ai promis, en la faisant bénir, de ne jamais la quitter. Elle me rattache ainsi aux prêtres qui m'ont formé. Elle me rattache à l'histoire que je suis en train d'écrire, celle de notre paroisse, celle de tous ceux qui m'entourent aujourd'hui, jour de la Toussaint. Et cette histoire, c'est la vôtre. C'est aussi l'histoire de France. Voilà les Bleus, comme on disait sous la Révolution. Ces soldats de la République, j'ai appris dans mon enfance à en avoir peur. Pas à l'école, car on n'y parlait pas du véritable génocide que furent les guerres de Vendée. 600 000 morts dans les deux camps. Rien qu'au village des Lucs-sur-Boulogne, tout près de chez moi. Ces soldats républicains qui devaient nous apporter la liberté, l'égalité, la fraternité, ont massacré 563 personnes, dont 110 petits-enfants de moins de 8 ans. Ce chemin, je le refais pour la première fois. Depuis mon entrée au séminaire, il y a près de 60 ans. Je l'empruntais alors tous les mois pour aller voir ma mère, quand j'étais petit valet. Je passais devant les ruines de ce château, dont le souvenir m'a poursuivi toute la vie. Qui s'est déroulé ici, au Parc Soubise, il y a un siècle et demi. J'en ai, je peux dire, un témoignage quasi direct. 31 janvier 1794. Une colonne de bleus a fusillé à bout portant, devant ce château, 200 personnes, vieillards, femmes, enfants. Elle a mis le feu au château. Sous la pile des cadavres, un seul survivant, le petit Méry, 7 ou 8 ans, qui a vécu jusqu'à 90 ans et qui a raconté ça à ma grand-mère. L'héritier du Parc Soubise, le voici. C'est Guillaume, comte de Chabot. Il a 28 ans et un passé bien lourd à porter.
mère me disait, bon, c'est très beau d'avoir un beau nom, un nom noble est comparable à un beau cadre. Mais encore faut-il bien le remplir et mettre un beau tableau dedans. Alors tu as le cadre, maintenant c'est à toi de mettre le tableau. Bonjour Marie-Louise. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Vous n'avez pas vécu longtemps, ben, je vous embrasse, tiens. Ah, la vendéenne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors comment vous allez? Ça va bien. En forme? Moi, oui. Oui. Toujours, j'ai l'impression. Ah, oui. Toujours direct. Pour mon âge, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Ah, ben ça, vous avez un bel âge, là, vous êtes jeune. Asseyez-vous. Et vous avez... Asseyez-vous. Bon, manger comme ça. Bon, faites-en autant, Marie-Louise, asseyez-vous, je ne veux pas être tout seul. Ah. Alors, et vos 80 ans, comment ça s'est passé? Racontez-moi un petit peu. Toute la famille était là? Il en manquait un. Qui? Le troisième de Jean, qui n'a pas pu venir au dernier moment. Oh, bah alors là, franchement, pour les 80 ans de sa grand-mère, il n'aurait pas pu faire un petit effort. Il paraît que la voiture était en panne. Bon, franchement. Ça m'a un petit peu vexé, mais... Je m'en doute, parce que vous aviez tout le reste quand même, tout le monde était là. Toute une belle fête de famille. C'était dimanche dernier que vous avez fêté ça. Oui, oui. Elle l'a su, même, la comtesse. Elle l'a su. Maman l'a su. Ah bon, ah oui, J'ai pas ah, vu bonne maman. Ah ben, ah oui, maman, c'est inévitable, maman. Oui, ça. Elle le sache. Mais même la comtesse l'a pas su. Ben, je sais pas, je l'ai pas vu, je lui en ai pas parlé. Vous savez, si j'avais pas peur de la déranger quelquefois, j'irais plus souvent la voir. Vous croyez que vous la dérangeriez? Oh, J'ai Marie-Louise, vous peur la de connaissez la bien. déranger. Non, au contraire, elle se plaint de jamais voir personne. Je suis bientôt toute seule avec Mme la comtesse, avoir connu certaines choses. Ben oui, elle, ma grand-mère, bonne maman, elle a 85 ans. Elle va en avoir bientôt. Je me rappelle très bien de son mariage. Vous y étiez à son Mais mariage? non, bien sûr, j'étais au parc à ce moment-là. Ah bon? Mais j'étais au parc au moment Ah ben, du oui, c'est mariage vrai. de Mme la comtesse. Et au moment du mariage de maman aussi. De Mme la comtesse, mais je parle, moi, de bonne maman. Oui. Bah, Oui, mais oui. vous étiez aussi au parc au moment du mariage de maman. Mais oui, j'ai vu marier Monsieur Charles, Monsieur Pierre? Pierre, c'était votre bon papa, ça. Oui, c'était mon papa. Ça. Mais j'ai vu marier Monsieur... Dans le Pas-de-Calais, le père de Renaud. Ah, Robert. Oui. Bonjour, Robert. Je me rappelle très bien du mariage, monsieur. Du mariage de Mme de la Fanchette, de Monsieur de Pontbriand. J'ai vu Mme de Villerin l'autre jour au mariage, Oui, qui m'a dit, je dirai à papa que je vous ai vu, Monsieur Antoine de Pontbriand. oui, l'oncle Antoine. Oui. Alors moi, j'étais pas là. Seulement, j'ai pensé à ça. On a pensé pour vos 80 ans. Oh. Alors, moi, je voulais vous donner ce petit cadeau. Merci. Parce que... Comme c'est gentil. Ah, écoutez, Marie-Louise, j'y pensais. Alors ça... Alors, pour les 80 ans, vous me direz que c'est peut-être pas une... Ça s'ouvre comment? Ah, bah, regardez bien comment ça s'ouvre. Je vais vous laisser... Il y a des scotch, là. Alors, vous les enlevez. Alors. Faut enlever le papier collant. Mon Dieu. Alors, nous, on n'était pas là, mais on a tenu quand même à le marquer un petit peu. Pour penser à vous. Oh, ben, je vous remercie beaucoup, c'est si gentil. Oh, c'est pas grand-chose, vous savez. J'étais gâtée. J'étais gâtée à mes 80 ans. Moi, j'étais une chaufferette. Une chaufferette. Pour me chauffer les pieds, j'ai toujours froid aux pieds. Eh ben, ça va compléter la chaufferette, ça. Ah, oh, merci. C'est dit. Oh. C'est pas ces dames qui ont tricoté ça? Non. Parce qu'autrefois, elles tricotaient ça, Bah oui. Mais au salon. C'est beaucoup de choses. Tiens, voilà. Tiens, comment ça va? Bonsoir, Tante Jeanne. Ça va bien? Alors, c'est gentil, vous avez fait une visite. On est un petit peu là, voir... Et vous parliez de quoi? Guillaume vient de voir Marie-Louise, justement. Non, c'est pas On possible. parlait de Marie-Louise qui fêtait ses 80 ans.
Ouais, il y avait combien de serviteurs à la maison à l'époque aussi? Il y a un moment, il y en a peut-être eu le plus, enfin, il y en avait 23. 23 domestiques pour s'occuper combien de maîtres? 7. C'est évidemment une société tout à fait communautaire. Oui. Quand un domestique mourait, je crois que c'était la Ah oui, toute la catastrophe. famille, tout le monde prenait le deuil, plus ou moins, enfin, Je pense. et on les Tout le assistait. monde prenait le deuil et c'était une Et alors, catastrophe il savait pour les très bien, maîtres aussi. quand il rentrait là, il savait très bien que s'il voulait, il pouvait y rester jusqu'à leur mort. Il y avait un lien, On j'allais ne faisait presque plus la dire, distinction, d'ailleurs. presque féodal, au plus beau sens du terme. C'est-à-dire, c'était pas un lien de subordination, c'était plutôt un lien de rapport de devoir à devoir. Chacun avait des devoirs envers l'un, les maîtres avaient des devoirs envers les domestiques et les domestiques des devoirs envers les maîtres. Et on s'en accommodait très bien. Ils suivaient généralement les maîtres, ils menaient la même vie au fond que les maîtres, mais alors à la cuisine. Ce qui était tout de même beaucoup moins dur que la vie en ferme. J'ai pas été malheureuse. Pourtant, vous n'aviez pas beaucoup d'argent. Oh, ben, c'était pas la mode à ce moment-là, on n'en avait pas. Je crois qu'il y a une chose qui vous a quand même beaucoup aidé, c'est que vous étiez... Bon, c'est la foi quand même qui aide beaucoup dans ces Oui. moments-là, qui a contribué à le bonheur. Oui. Qui contribue maintenant Oui. son absence Parce contribue que- au malheur. À ce moment-là, M. Guillaume, quand il y avait des messes pour nos familles à 6 heures du matin, pour nos défunts, Oui. on n'avait pas peur de s'en aller à pied à Mouchamp. À ce moment-là. Petit chemin. Oui. Ah oui, maintenant, on Oui. n'irait plus, même en voiture. Au premier de l'an, le premier jour de l'an, je m'en allais avec mes 3 petits-enfants. Hein, demander au Seigneur toutes les grâces que nous avions besoin dans l'année. À pied. C'est ce qui a contribué sans doute à votre bonheur, peut-être. Oui. Oui. Parce que je crois que finalement... Oui. Et vous en avez pourtant connu des changements. Oui. Et le dimanche, quand on allait à la messe, à ce moment-là, on ne communiait pas à la grand-messe. On s'en allait pour communier à la communion à 9h30. On s'en allait à Jean. On retournait à la grand-messe après. On restait à Mouchamp. On ne retournait pas à la grand-messe. Comment voulez-vous qu'on aurait fait tous nos kilomètres à pied? On restait pour la grand-messe à Mouchamp. J'emportais dans une bouteille, enveloppée dans des papiers de journaux pour que ça tienne au chaud, un peu de café. Puis on prenait notre petit déjeuner dans la forge à Poireaux. Hein? Ça vous dit rien, ça? Si, si, Dites donc ça aux jeunes d'aujourd'hui. J'ai pas l'impression que l'argent nous est pourri. Mais pourtant, vous en aviez, alors qu'est-ce qu'on en faisait? On en avait, mais on l'avait sous forme de propriété, de meubles, de terrains, mais qui ne rapportaient pas tellement. Vos papa a vécu combien de temps aux dépens de ses parents? Ouais, c'est vrai. Hein? Les parents, Alors, oui. il était obligé de quémander de l'argent à ses parents pour pouvoir vivre, Pour faire des faire voyages vivre sa économiques. femme et sa famille, pour voyager, il était obligé Non. de quémander de l'argent. Oui, j'ai vu l'autre jour des livres Pas de comptes à la tellement. maison, à peu près les 2/3 de la fortune de l'argent gagné par les grands-parents allait dans les œuvres dites sociales actuellement. Et seulement le tiers de la fortune servait à l'entretien de la maison Non, on n'avait pas et de des souci. propriétaires. On n'avait pas le souci du rendement de la fortune, vraiment. Non. Et on va devoir l'avoir un petit peu maintenant si on veut garder nos châteaux. Moi, je ferais bien mieux de le vendre à la maison, finalement. Ça me permettrait de ne plus jamais travailler, d'aller Enfin, m'offrir une villa sur la côte d'Azur. Mais des ça ne trucs t'a comme jamais non, rien. effleuré. Mais j'en ai pas du tout l'intention. Je Et préfère suer le burnou et Avoir une- conserver la maison De tes parents, de tes mes parents, grands-parents, etc., qui sont mes racines, conserver mes racines, plutôt que de tout vendre, ce que je pourrais faire. et de devenir un nomade. Il n'était pas question de travailler, d'avoir un métier comme on en a maintenant à votre génération. Mais on ne voulait pas servir la République. Car c'était toujours la première, la République, avec son cortège d'horreur. Il n'était pas question de recevoir le préfet, par exemple. On recevait l'évêque, mais pas le préfet. Le jour du 14 juillet, on n'allait jamais à une fête laïque. Au contraire, on organisait une pêche à la ligne sur l'étang, au bord de l'étang, pour que les gens n'aillent pas à la fête. Organisé par le maire, qui était à l'époque radical, d'ailleurs, à Mouchamp, je crois. Tout à fait gauche. Oui. Je n'ai pas connu la Marseillaise avant la guerre de 39. On ignorait les paroles et même la musique. Ah bon, à ce point-là? À ce point, oui. Oui. Ce qui n'a pas empêché de mon papa d'être député, pourtant. Oui, alors à ce moment-là, on s'est mis à recevoir... Et ma mère aussi à faire de la politique. Et à partir de ce moment-là, on a reçu le préfet. À la maison, à des chasses ou à des déjeuners. Toute l'évolution est venue
de la situation politique de mon père, qui s'est tout de même adapté en souriant au départ. Il ne voulait pas être député. Il disait en riant, « Oh, je suis le représentant de la volonté du peuple librement exprimée. » Il disait ça en s'en moquant un petit peu. Mais la yoyette, elle est encore trop jeune. Fais-lui la cour en attendant que la yoyette ait ses 20 ans. T'en fis la cour que ne veut plus la faire, t'en fis la cour que ne veut plus la faire. Garçon qui fait la cour longtemps risque bien de perdre son temps. Alors maintenant, faut youper un petit coup. Alors, on faisait des youps autrefois, de whoop, et on disait... You, you. Je me rappelle, autrefois, quand j'étais ici à la Brosse, que j'avais bien avoir au moins 6 ans par là, Célestin Joyot du Gué-Jourdain est venu pour voir ma tante Augustine, qui était ma marraine. Et ils étaient enfermés dans la grande chambre, les deux. Puis les jeunes gens qui étaient là, c'est-à-dire les jeunes frères de maman, qui avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans, par là, bah, ils rigolaient entre eux, là, puis j'ai dit, moi, les marraines, là, elle est enfermée avec lui, là. Ben oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se font l'amour. Ah, qu'est-ce que c'est que se faire l'amour? Ben oui. C'est trop petit pour le savoir. Alors, trop petit pour le savoir, moi je voulais savoir quand même. Alors, j'ai grimpé le long du mur là-bas pour arriver à la hauteur de la fenêtre pour voir à l'intérieur ce qui pouvait se passer. Et j'ai en effet vu Célestin et Augustine à côté l'un de l'autre, assis chacun sur une chaise. Ils se causaient entre eux. De temps en temps, lui, il l'embrassait, mais elle ne l'embrassait pas. Non, non. Mais c'était pas de l'amour, vraiment. Je sais pas. Parce que moi, quand je le faisais, elle le faisait aussitôt. Ah, voilà. Je ne sais pas. Alors, je suis redescendu de ma fenêtre, puis je me suis dit, ah, c'est ça, se faire l'amour. Bon, je savais. Ben. Je viens chaque dimanche célébrer la messe dans cette chapelle à la demande de l'évêché. Il y avait là autrefois un oratoire privé à l'usage exclusif des châtelains, mais au cours du 19e siècle, la chapelle a été ouverte à tous les chrétiens qui voulaient venir assister à la messe. Un aumônier même a été installé au château, entretenu par les comtes de Chabot, et il n'y a que quelques années, il est décédé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile selon saint Luc. Eh bien moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que lorsqu'il viendra à manquer, ces amis vous reçoivent dans les demeures éternelles. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Vous avez entendu la parole du Seigneur. Lui ne distingue pas entre les riches et les pauvres.
les possédants et les indigents, les employeurs et les employés, tous. Devant ses yeux, nous sommes ses enfants. Il y a les commandements de l'argent aussi. Tu aimeras l'argent. Oh, je connais beaucoup de gens pour lesquels il n'a pas besoin de leur commander de l'argent. Ils l'aiment naturellement. Les jouissances, les honneurs, la réputation, l'autorité, la domination sur les autres. Ah, quand on aime l'argent, on n'aime pas son prochain. Que nous ayons derrière nous des traditions pour nous aider, nous encourager, ou qu'au contraire, nous soyons des arrivants à la fortune du jour. Qu'importe. C'est un bon serviteur, l'argent. Il en faut pour faire le bien. C'est un mauvais maître. Il ne faut pas le servir. Demandons donc au Seigneur Jésus, pendant cette messe, d'être fidèle à sa parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Gustave Cousineau, un vrai protestant qui pratique sa religion. Il exploite aujourd'hui une terre qui était autrefois, avant la Révolution, la propriété des comtes de Chabot. Le chef ne peut pas tenir la corde à main. Je dirais sur laquelle. Pas sur les deux pattes d'un coup. Que c'est vrai, sur la tête. Posta bocca. Dai, vai a spiegare. No. Neanche di questo. Tu canti tu. Allez, allez. Tendez les épaules. Non, les poumons. Non, non, les pas morts encore. Faut aider à Philippe à tirer. Non, les mots. Les tourner, ça va. Les forcer. Un seau d'eau, Daniel, sur la tête. Quoi? À quelqu'un en le trompant, je vais lui rendre 4 fois autant. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car lui aussi est un descendant d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ô Dieu, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen.
de bénédiction pour laquelle nous nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous. Je m'en vais voir Gustave Cousineau. C'est pas que j'ai grande envie d'aller le voir. Vous savez, entre nous, catholiques et protestants à Mouchamp, les relations sont encore compliquées aujourd'hui. Pourquoi? À cause de notre éducation, sans doute. Peut-être aussi à cause de souvenirs anciens. Bonjour, monsieur. Ah, bien, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous de même? Et moi aussi, ça va. Ça va. Ma mère? Bien, bonjour. Bonjour. Vous avez une bonne situation, là, hein? Ben On se oui. fauteuil, face à la fenêtre et au soleil? Au Vous êtes soleil, bien, là. oui. Ah, vous êtes bien. Il là. fait bien chaud. Ah oui. Ma femme. Bonjour, madame. Si. Veuillez vous asseoir. Ah. Je suis très honoré de votre visite. Et votre visite me surprend parce qu'il y a seulement 20 ou 30 ans, vous ne seriez pas entré chez un protestant comme ça à poser des questions. Il y a toujours eu, on peut le dire, de l'animosité. Oui. On était bons amis, mais on ne se parlait pas. Il y avait deux fils Coutan que vous avez peut-être connus, monsieur. Jamais je leur ai parlé. Puis leur sœur, je leur ai parlé rien qu'après la sortie de l'école. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, on n'était pas fâchés, mais il n'y avait pas de relation. Oui. Elles n'osaient pas venir, et puis moi, j'osais pas aller chez elles, peut-être. C'est ça. On était en garde les uns contre les autres. Et je me souviens, moi, quand j'étais enfant, quand on nous disait, surtout, mon petit gars, va pas avec les groupes de protestants quand tu reviendras de l'école. Et on devait vous dire la même chose, sans doute. Oui, à Mouchamp. À Mouchamp, oui. Je me souviens que j'allais quelquefois porter du beurre le soir après l'école. Alors là, il y avait des garçons qui avaient 4 ou 5 ans plus que moi. Alors, ils s'amusaient peut-être à me jeter des pierres pour m'effrayer. Puis ça prenait bien. Ah oui, je m'excuse de vous le dire. Je vous prie de m'excuser de vous le dire. Parce que c'est pas très agréable pour les protestants d'entendre ça. Mais enfin, je l'ai copié dans mon livre. Quand des protestants venaient apporter à monsieur le curé un enfant pour qu'il soit inscrit au registre d'état civil, par conséquent qu'il soit baptisé, le curé disait, mettez sur son registre, né du concubinage public de, ou né de la douage de, ou même, ce qui était encore pire, né des débauches d'une telle avec un tel. Voyez-vous? Parce qu'ils ne reconnaissaient pas le mariage. Et lorsque c'était quelqu'un qui était décédé, elle leur disait, soi-disant, femme de, ou soi-disant, mari de. Et il n'y avait rien qui indiquait la provenance religieuse de ce couple ou de Si, ce... on disait qu'ils étaient protestants. Ah oui. Ou religionnaires. Presque tous les protestants étaient républicains. Ah oui. Il se peut qu'il y avait quelques exceptions, mais certainement pas. Parce que la République leur avait... Leur avait apporté la liberté. Rapporté leur liberté. Oui. Et au moment des guerres de la Révolution, là, au moment des guerres de Vendée, oui, tous les protestants étaient bleus. Ah oui, 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 oui.
Et là, on est en pays de Chouans. Et les Chouans étaient les plus forts. Sûrement, étaient les plus Nettement. forts. Alors, ce qui fait qu'à Mouchamp, ils ont battu en retraite vers le bas du département. Mais oui, mais oui, mais oui. Il y en aura quand même quelques-uns Sauf- qui seront restés. Et il y en a aussi qui sont restés. Plus de la moitié du foncier de la commune appartient encore à des protestants. Ah oui, ça pourrait bien, oui. Alors vous voyez, on achetait pas trop cher. Et cependant, l'argent perdait de sa valeur extraordinairement parce qu'on payait en assignat. Et un assignat de 100 francs valait 100 francs en 1791. Mais il perdait de sa valeur tous les ans beaucoup. Si bien que quand Napoléon est arrivé, l'assignat valait 0 francs 25 sur 100 francs. L'assignat de 100 francs valait 0 francs 25. Alors, comme on avait 5 ans pour payer sa terre achetée, eh bien, on avait des terres à pas très cher. Oui. Il arrivait qu'on achetait une terre de 40 hectares pour 2 paires de bœufs. Ça fait rêver. 40 hectares, maintenant, il faudrait 40 paires de bœufs. Les bourgeois catholiques qui avaient des terres préféraient les louer à des catholiques qu'à des protestants. Parce que c'était beaucoup plus facile de faire un marché. Ah oui. Le protestant rouspétait toujours. Ah oui. C'est vrai, ça. Ah, ça peut arriver, sûrement. Il y a certains, les comtes de Chabot actuels, je ne sais pas maintenant, mais il y a quelques années, ils n'auraient pas voulu d'un protestant dans leur ferme. Non, sûrement. Mais à cette époque-là, les protestants pratiquaient oui. Presque comme les catholiques. Oui, c'est ça. Faut dire presque quand même. Parce oui. Que on a toujours eu... on n'aime pas être commandé. Ah oui, c'est ça. Pas plus par un pasteur que par oui. un autre. Oui. On aime avoir sa liberté. Oui. Plus qu'un catholique, qui aime bien, lui, il me semble, je oui, me trompe oui, peut-être, oui, il aime bien oui. être dirigé. Aime bien diriger, oui. Et en règle générale, oui, on aime avoir un chef qui vous dise voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Les enfants? Oui. Ma femme qui va me questionner le soir dit qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez dit. Tu diras que t'as bien bon. C'est bon, va. La question de ça, c'est sûrement. Oui, je disais que tout à l'heure, on disait que les protestants n'avaient qu'une oreille. Parce qu'il y avait une histoire comme ça, un garçon qui avait l'oreille coupée, et puis il avait fait croire à un autre. S'il avait l'oreille coupée, c'est parce que les protestants n'ont qu'une oreille. On disait ça. Oui, oui. Mais en réalité, c'est des choses bien plus profondes que ça. C'est la grande différence entre les catholiques et les protestants. Les catholiques écoutent à la fois la Sainte Écriture et l'Église. Par exemple, dans la Sainte Écriture, il est dit « ceci à mon corps, ceci à mon sang ». Bon. Comment interpréter ça? Chacun est libre, disent les protestants. Les catholiques disent « non, il y a un sens qui a été admis depuis le commencement et qui dure toujours le même, à savoir que ceci à mon corps, ceci à mon sang, il faut le prendre au pied de la lettre, à savoir que le corps et le sang du Seigneur sont là. » Alors voilà la différence. Les protestants n'ont qu'une oreille, en ce sens qu'ils n'écoutent que la Sainte Écriture. Et monsieur le Chanoine, moi je ferais tourner un protestant catholique en moins de 5 minutes. Ah, comment ça? Le protestant qui a sauvé devant moi, il faut un bon coup de pied dans le derrière s'il retourne protestant. Allez, Autrefois, c'était plutôt une coinchée qu'on aurait fait. Vous vous rappelez? Dans la coinchée, il y avait l'ordre normal. Le roi, la dame et le valet. Mais dans la belote, c'est le valet qui l'emporte quand il est d'atout sur le roi et la dame. Pourquoi? Parce que ce jeu a été inventé au temps de la Révolution, où on a voulu faire passer le valet d'abord avant le roi et la dame. allez-y. C'est le noir de Capri. Non, non, et moi qui ai pris. Ah, oui, ça va, non, Capri, oui, c'est ça. Après qui ai pris. Eh bien, Et une de Valentin, quoi. demain, je vais recevoir une visite justement de quelqu'un qui va venir me voir, là, que vous connaissez peut-être, c'est Guillaume de Chabot. Oui, je connais sans doute. Il va pas venir pour venir à la pêche. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va venir me voir. Enfin, il va venir, je pense. Bon, alors, on joue. études. On joue? T'as prêt qu'on joue? Allez-y. Ah, c'est pas moi de jouer. À vous de jouer. C'est à moi de jouer. À tout trêve. Eh bien, c'est toi qui as pris d'abord? Moi. Oui, je me reproche un peu.
d'avoir ri tout à l'heure si facilement aux plaisanteries de Gustave sur les protestants. Pourquoi ai-je ri? Enfin, que voulez-vous? C'est comme ça. Bonjour, monsieur le Ah, chanoine. bonjour, monsieur Guillaume. Comment allez-vous? Bien. Ah, je suis heureux de vous voir. Voilà. Alors, que devenez-vous? Ben moi, vous voyez, je travaille. Je suis en train de préparer ma cuisine. J'ai la nette impression, oui. Bien Avec sûr. les légumes de votre jardin. Eh oui, bien sûr. Mais alors, vous, au parc, Vous voyez, je viens... vous y venez de temps en temps, au moins. J'y viens le plus souvent possible, Oui. c'est-à-dire pratiquement tous les week-ends ou dès que j'ai un moment de libre, quoi. Oui, quand même. Ça, Oui. Mais je me suis bien des fois demandé quelle était votre situation actuelle. ma situation actuelle au parc, oula, elle est tout à fait... Elle est simple. Je me trouve être l'héritier d'une famille, et un héritier pour l'instant sans aucun pouvoir. Oui. C'est-à-dire que je suis au parc, j'y suis chez mes sœurs, chez moi-même, chez ma grand-mère. Oui. Rien n'est réglé. Oui. La seule chose dont je suis à peu près sûr, et encore, c'est que j'aurai le château, les bâtiments. Mais le château ne rapporte rien. Le château ne rapporte strictement Au rien. contraire, il faut l'entretenir, c'est cher. Voilà. S'il faut entretenir les bâtiments et recevoir un fermage qui est en somme assez peu élevé. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils payent à peine les impôts et... Enfin, peut-être un peu. C'est probablement aussi un reste de ce qui s'est passé après la Révolution. Lorsque un certain nombre de fermiers ayant acheté leur terre ont bien voulu la rendre aux propriétaires, au véritable maître, monsieur Deschambault. Nous n'avons plus le pouvoir économique que nous avions autrefois. Oui, c'est certain. Comment est-ce que vous concevez le rôle du parc? Je pense que même à Mouchamp, on nous regarde quand même vivre et on s'interroge sur nous. Et je crois que l'évolution du parc conditionnera, partiellement en tout cas, l'évolution de beaucoup de gens de Mouchamp. Oui, c'est certain. De quoi? Là, vous avez la chasse. Les gens de Mouchamp ne vous reprochent pas la chasse. Je ne pense pas. Non. Oh non, je ne pense pas. Vous y plaisez à la chasse. Beaucoup, oui. Et je crois que les gens de Mouchamp aussi seraient heureux de chasser. Peut-être de chasser avec vous, si vous invitiez quelquefois quelques chasseurs. Mais la question, est-ce qu'on a la posée? Je crois qu'elle est posée un petit peu de côté, un petit peu de travers. Autrefois, mon arrière-grand-père chassait lui aussi, beaucoup. Et il chassait à court. Et les gens de Mouchamp, ils venaient naturellement sans y être invités. Je ne vois pas pourquoi les gens maintenant ont besoin d'une carte d'invitation spéciale pour venir à la chasse. Ben, c'est qu'il y a une distance qui s'est créée maintenant. Pourquoi? C'est ce que je ne comprends pas. Voilà. Parce qu'elle était beaucoup plus importante autrefois qu'elle n'est maintenant, la distance. Ben, c'est qu'autrefois, il y avait justement cette activité sociale exercée par le château qui ne peut plus s'exercer aujourd'hui. Alors, vous vous trouvez par le fait isolé. Enfin, ce qu'ils veulent, c'est limiter la production. Ça n'en vend pas, on peut faire ce qu'on veut, après tout. Il faut pas Ben oui, mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils nous ont fait arracher le Nora, arracher l'Othello, qu'on n'avait rien de ça autrefois. Puis ils nous ont fait conseiller des hybrides. Maintenant, on a planté des hybrides, puis maintenant, ça ne marche pas encore, il faut les arracher. Oui, enfin, c'est le gouvernement qui veut ça. On n'y peut rien. On a vécu toute notre vie avec des vignes, nous. Mon père, à moi, il en avait beaucoup plus grand que moi encore. Et puis, il s'est bien porté. Mon père, il est mort à 90 ans. Mais il a bien un bon coup. Je sais pas les vignes qui l'ont fait mourir. Ah, mais non. Hein? C'est-à-dire qu'il en vendait un peu. Ah oui, bon, enfin, c'était un petit profit, un petit supplément qui aidait à vivre quand même. Oui, mais aujourd'hui... Mesdames, aujourd'hui, naturellement, l'évolution... Il en faut pour soi, et puis il faut payer aux copains, et puis c'est bon. Alors toi, tu vas arracher tout ça si je te le laisse, là? Moi, c'est ce que je pourrais faire, mais c'est tout. Hein? Je garderai ce qu'il me faut, puis c'est tout, quoi.
Tu regarderas ce qu'il faut, mais enfin, tu conserveras bien les procédés des anciens. Oui, il faut boire un coup. Hein? Un petit rassemblement dans les caves comme ça, de temps en temps, le soir, là, ça finit bien la journée. Pour ça, vous souhaitez les femmes? Ah, les femmes, oui, ah, ça. Finalement, on n'a jamais le droit d'écouter ce que vous dites dans les caves. On est un petit peu mis de côté. Ah. Moi, je les ai sortis, les bonhommes, quelquefois. Il n'y a pas de raison que les femmes travaillent et que les hommes soient à la cave, hein. Ben, dis donc. Ben, ça arrive que, oui, il y a des bonnes conversations, Quand vous êtes tous les après-midi 1 heure à prendre le café, mais on vous dit jamais rien, nous les hommes. Au contraire, on vous empêche pas de venir nous accompagner. Ben oui, si vous prenez un café, ben nous, on ennuyait prendre un verre de vin. Oh, moins longtemps. Et j'ai jamais contrôlé votre temps, mais quand vous y êtes, mais je sais pas ce que vous pouvez discuter pendant 1 heure de temps à prendre le café quand même. Ah, les cabriots de Saint-Louis. J'ai bien connu le père André depuis longtemps. Lui et son fils, qui est le patron du syndicat agricole à Mouchamp, ce sont des gens qui abattent de l'ouvrage. Allez. Ça vient. On s'arrive là. Il va? Ça va. Ça va, père André? On a mangé, tu vois. Ça rendu? Regarde. Ah oui. Ben oui, mais tu vieillis pas, toi, t'es tout Ah, mais... Je suis comme vous, là, 76, vous? 76, au mois d'avril. 76, oui. Oui. Tu vas en manger encore? Ah, ben, que veux-tu? C'est bien important, il jouit d'une bonne santé. Oui, puis si on veut boire un bon coup, hein, là, du bon. Voilà, Ah, surtout un petit coup de bon pinard. Parce que il boit pas de beaucoup, mais il aime bien le bon. Du vrai. Hein. Tu te rappelles quand tu étais à Libertaire, tu venais à pied à l'école, là? Oui, à l'école, il faisait 4 km. 4 km à pied, le matin avec tes soir. sabots de bois, là? Oui. Avec ton petit panier, ta petite gueule. Et puis, mais attention, chez nous, le boulanger, et puis, oui. Où qui était content, on l'était à la fin de la fournée, quand le dernier jour, quelquefois maman me disait au matin avant de partir, Dame, Louis, on n'a pas de pain pour toi, il va te donner un sou, puis tu iras chercher un petit pain chez le boulanger. Ben, le jeudi, il allait chercher un sou. Au château, à la Bobinière ou au parc. Alors il venait à Mouchamp, M. Monet ou... Et pas pensable qu'on existait, ça. Oui, mais toi aussi, Et après, mais quand ils ont sorti de l'école, eh bien, moi, il est connu à la Ferrandière, de Rosa, il était à 200 mètres de chez nous. Eh bien, il y a la famille Liègre. Oui, il avait bien connu, qui avait 12 enfants, il pensait. Il a élevé 12 enfants. Eh bien, le père, il avait 2 vaches, une petite cabane de 2 vaches. 2 vaches. Et puis, la mère, madame, s'occupait des 2 vaches. Et puis le père allait en journée chez M. Masson à la Bobinière. À la Bobinière, oui. Ah, mais il connaît tout Parce ça. Parce que le propriétaire, là, il était très charitable. Et puis il était pour les ouvriers, ça ne peut pas dire. Il était alors... Il prenait son plaisir à voir travailler les hommes dans ses fermes, à faire des drainages. Les riches, ils avaient quand même de beaux gestes autrefois quand même. Hein, il donnait de pain, il donnait un boulet qu'il faut combien de temps. Madame, il faisait des beaux gestes quand même. Puisqu'au fond, à Mouchamp, alors en plus de leur ferme, ils sont propriétaires de l'église, des 2 écoles, de cet hôpital, d'une autre salle encore à côté. Enfin, disons, tout ça pour la collectivité. Finalement, ils vivaient sans travailler. Ils vivaient, peut-être en exploitant des gens, quoi que leurs fermiers et leurs métayers ne se sont jamais plaints, c'est très vrai. Mais enfin, pour nous, il n'est pas normal que des gens puissent passer leur vie, dans des trucs plus ou moins mondains, sans travailler au départ, des réceptions, des parties de chasse à cour et je ne sais trop quoi. Joseph, quand même, moi je peux te dire qu'ils occupaient quand même 20-30 personnes comme jardiniers, comme chasse. Ben oui, mais enfin, ils donnaient la vie à gagner quand même à des malheureux.
Oui, Il donnait un grenier à habiller les malheureux. Oui, enfin, disons d'ailleurs maintenant que si on veut, tout ça c'est bien terminé, quoi. Hein. Ah, maintenant c'est fini. Et Quel loi social Pitouche, c'est plus possible. Alors c'est là que ça fait la différence avec nous, c'est que bon, oui. on va Alors, avoir 4 enfants, il y en a un qui Vous, va acheter, vous voilà. avez vendu les bœufs pour acheter des tracteurs. Tandis que nous, on avait des bœufs, on les prenait tout petits. En travaillant, ils nous gagnaient de l'argent. Oui, c'est vrai. Ils nous gagnaient de l'argent, Oui, on oui. les vendait à 1000 kilos, voire 100 kilos, on les voyait, on les dressait à 3 ans là, Oui. on les vendait à 6 ou 7 là. Oui. Ils avaient fait du boulot, et puis ils nous avaient gagné de l'argent. Oui, Tandis que vous, un tracteur, il se déprécie tous les il jours. se déprécie tous les jours en travaillant. Et puis vous coûte des frais. C'est-à-dire que quand vous avez acheté un bout de terrain, vous avez bien trouvé de l'argent? Oui, mais il y là, avait on une avait petite trouvé économie. chez un voisin. Oui, On c'est ça. allait chez un voisin, lui demander alors une petite somme, et puis au bout de 2-3 ans, ça y était, c'était disponible. Mais ça se passait comment? Vous lui remboursiez à ce voisin quand vous pouviez, enfin disons... Ah ben, on faisait un petit papier libre, tu montant qu'une signature, je te dois 10 000 et puis c'est tout. Ouais. Intérêt à toi de du champ ou pas du champ. Ouais. Et puis si tu pouvais le rembourser plus tôt, on le remboursait plus tôt. Oui. C'était vite liquidé. Michel Blanchard est un novateur dans son milieu. Il a réalisé le meilleur élevage de cochons de toute la région. C'est le beau-frère de René You, qui s'occupe, lui, de taurillons. Les deux sont associés. Ils ont loué, ensemble, une terre, Huchelou, crié au loup, comme on dit en patois vendéen, et qui est une terre appartenant au comte de Chapeau. Les You sont à Huchelou au moins depuis la Révolution. Faut le changer? Oui, bah, à l'aise. T'as les moyens, toi, de changer de tracteur? Oh ben, Il frappe encore, pas tout le pognon qu'on a là-dedans. ouais, mais ça n'achète pas un gros. Hein? Ça m'a pas acheté un gros. On en achètera peut-être un gros. Mais peut-être, faut trouver le fric. Si on avait des propriétaires qui payaient les investissements, ça serait certainement beaucoup plus facile, puis on pourrait... Mais seulement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ils sont toujours d'accord, mais pour qu'on le fasse nous-mêmes, quoi. Bon, si on fait le compte de tout, on arrive à pas loin de 30 millions. Peut-être bien C'est plus. Bon, ben, 30 millions dans 2 bâtiments. Le fermage qu'on donne est loin de rapporter beaucoup Il de est ça. loin de couvrir sans doute, mais On est bien enfin, obligé faut de pas reconnaître. oublier qu'on leur donne quand même plus d'1,5 million par an. Alors, moi, je veux bien... C'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens, mais enfin, ça fait quand même du pognon qui touche quand même tous les ans. Ça représente quand même quelque chose, quoi. Si demain ils disent, bon, ben nous, pour sauver le château, pour sauver la forêt, on vend Huchelou. Mais qu'est-ce qu'on fera? On s'en ira. Bah, on s'en ira, puis on laissera tous les investissements qu'on a fait. Non, on Puis prendra on- nos sous, puis on s'en ira. On prendra quoi? Nos sous. Bah oui, mais moi, ce que j'ai peur C'est là-dedans, les crédits. nous, on n'aura rien, on sera sur la paille, purement et simplement. T'as pas envie de partir, mais si l'exploitation est à vendre, tu feras quoi? Ils la vendront à qui voudront. Pour moi, la terre, la terre, c'est mon boulot. Si le type qu'achète, lui, il veut exploiter, tu feras quoi? C'est sûr que s'il y en a un qui achète et qui a envie d'exploiter, là, c'est un problème pour nous, c'est sûr.
Mais à ce moment-là, quelle position tu as à ce moment-là, toi? Parce que moi, je dis, je reste quand même. Il faudra qu'il me sorte par la force. Mais toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? Tu achètes à sa place? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Mais moi, je dis, ça mène à rien de dire il nous sortira de force, parce que finalement, bon, ben, tu seras sorti par la force et puis tu auras tout perdu quand même. Bon, il restera une action syndicale par derrière qui pourra peut-être servir pour d'autres, ça je veux bien. Mais tu auras quand même tout perdu. Je suis né ici, puis j'y reste. Je vois pas pourquoi, parce qu'ils ont envie de vendre leur terre, qu'ils ont besoin de pognon, les gens ils doivent changer de place. Ah, je comprends bien qu'ils soient attachés à leur terre. Moi-même, j'aime bien mon jardin. Mais quand même, lorsque j'entends René protester contre le 1,5 million qu'il donne à ses propriétaires, pour chaque année, pour une ferme de 60 millions, je me dis que c'est bien peu de choses auprès du métayage que l'on payait autrefois et que même ses parents ont payé au jadis. On n'a pas le choix parce qu'il faut s'engager ou alors on périclite. Voilà. Il faut engager beaucoup d'argent pour en gagner. Voilà. Bon, si on n'a pas le risque, on est perdu. Voilà. Alors là, on parle encore uniquement du capital d'exploitation pour démarrer. Bon, après, il faut les engrais, il faut tout pour tourner. Oui. Bon, on n'a pas parlé du foncier, donc le gars, il paye un fermage. C'est ça. Bon, le fermage, il s'ajoute encore. Et éventuellement, quand on exploite et puis qu'il y a un champ d'exploitation devant, bon, on est amené à acheter ou bien alors le perdre. Alors bon, mais ça c'est en plus, ça s'ajoute encore et puis il faut faire face. Oui, mais enfin, plus les charges. Pourquoi que vous voulez accumuler? C'est jamais assez grand. Jamais assez grand. Il y en a partout, il y a 40 hectares, il en faut 50, 50, il en faut 60. Mais pourquoi que quand même, 40 hectares, ça doit être suffisant pour faire du graménage sans que vous soyez pris là. Oui, mais là, la moyenne de charge, c'est ça. Parce que chez nous, les gens qui vivent sur des surfaces d'une autre envergure, d'une plus petite envergure, aiment leurs animaux. Ils vivent dans un pays à vocation d'élevage et c'est leur seule raison de s'y maintenir, pour moi. Ouais, alors disons, bon, mais que des gens, qu'il arrive à un certain nombre de gens comme Gerton, et bon, bah, ils suppriment, je dis pas autant d'agriculteurs. Oui. Étant donné qu'ils n'ont pas le poids, ils n'ont pas le poids d'endettement, des bâtiments d'exploitation, ni du capital, bétail éventuellement, ils peuvent se permettre de nous gêner considérablement en s'octroyant les terrains qui sont à vendre. Bien sûr. C'est la seule raison pour laquelle nous, on s'oppose à ces agrandissements. 40 hectares en production animale, c'est bon, mais il en faut 120 pour lui pour produire des céréales. Monsieur Gerton, Madame Gerton, ce sont des industriels de la terre. Et ils font envie autour d'eux, d'où la menace pour Mouchamp. Parce que, ne faisant que des céréales, ils ont les vacances qu'ils désirent. Et c'est si vrai que j'ai un petit-neveu de 13 ans qui a déclaré à son père, « Papa, je veux bien rester avec toi et être paysan, mais à la manière de M. Gerton. » On a de si différents d'eux. Parce qu'on n'a pas la même mentalité, hein. Nous, on est nés dans une région qui était comme ça, on a voulu amener la même méthode. Je vois pas pourquoi on se mettrait à faire des vaches sous prétexte de vivre comme ici. Oui, bah, tu sais bien que quand on est arrivé, de toute façon, hein, ils y croyaient pas, ils diraient que ça marcherait pas. Seulement maintenant qu'ils voient que ça commence à marcher à peu près, bon, bah, c'est de la jalousie, puis c'est tout, hein. Oui, mais je vois pas en quoi nos rapports ne peuvent pas être bons. Bon, chacun défend son affaire et puis c'est tout. Oui, oh, c'est sûr, de toute façon, on est bien accueillis peut-être en façade, mais en profondeur, c'est peut-être moins sûr, hein. Il y en a beaucoup qui voulaient être bien au début avec nous, disons, pour en savoir, pour savoir d'où on venait et tout, et puis après, bon, bah,
Oui, mais enfin, c'est pas une majorité. Oui, de toute façon, moi, je fais mon boulot, hein, c'est tout, je ne m'occupe pas des autres. Non, tu t'occupes pas des autres, peut-être, mais enfin, tu es bien obligé quand même. Tu travailles bien avec eux, alors tu es quand même bien obligé de... Oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de travailler ensemble. T'en tenir compte. Étant donné que tout le matériel est de plus en plus cher, il faut bien arriver à s'entraider pour l'amortir, hein, sinon on ne peut pas y arriver. Hein. Allô, Madame Gavario? Ici, c'est Gerton de frère. Est-ce qu'il est là, votre mari, s'il vous plaît? Il n'est pas très loin. Qui t'appelle? Oui, si vous voulez. Allô? Allô, Monsieur Gavario? Oui. Ici, c'est Gerton, là, de le frère. Ah bon, bonjour, monsieur. Oui, est-ce que je pourrais venir vous voir pour qu'on parle un peu? Viens me voir, mais attendez, ce soir, je dois partir pour des affaires locales, là. Ah bon? Mais, demain, quand vous voudrez. Oui. Sans ça, vous êtes d'accord, là, pour qu'on parle un peu de toutes les histoires qui se disent dans Mouchamp? Oui, d'accord. Enfin, c'est pas pour faire un procès d'intention, hein. Donc, on pourra parler de nos affaires, alors. D'accord? Bon, bah d'accord, alors je vais venir vous voir. C'est ça. Allez. Au revoir, monsieur Gabon. Au revoir, Monsieur Gavario. En fait, je sais pas s'il aime le blanc, lui, Bruno. On va lui demander. On va toujours s'en servir en attendant. On verra plus tard. Ah oui. Tiens, bonne là. Alors, ça va, Bruno? Bonjour. Toi, Bruno, assieds-toi là. Justement, on est en train de déboucher une bouteille, on a dit, tiens, je sais pas si Bruno aime le blanc. Hein, ça t'égale, peut-être, non? Oui, ça me gêne pas. Il y a quelques jours qu'on s'était pas vus. Et ma foi, puisqu'on a pas mal de choses à se dire, on a pensé qu'on pouvait peut-être le faire aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Hein, c'est ça. Ce que vous avez à me reprocher. Oh, non, on ne reproche rien de toute façon, voyez-vous, mais enfin, il est certain qu'on a des différences qui concernent le nouvel achat de Lusigny. Je vais vous expliquer pourquoi, voyez-vous, dans l'opinion publique fait que on est dans un pays à vocation d'élevage et que notre objectif syndical, c'est de maintenir le maximum d'exploitation viable, à responsabilité personnelle. Et les gens vivent dans le secteur parce qu'ils aiment leurs animaux, ils n'ont pas des revenus exceptionnels, voyez-vous, et l'important c'est qu'actuellement, chaque agriculteur qui disparaît va grossir le nombre des chômeurs. Il y a environ actuellement 139 agriculteurs à Mouchamp. Hein, et il y a 3478 hectares de terre. Ça fait que 27 hectares environ par exploitant. Hein. Alors, si les céréaliers englobent des grosses surfaces, ces gens-là seront bien obligés de partir, ils ne pourront pas tenir. En céréales, de toute façon, avec 60 hectares, vous savez très bien que c'est pas possible. Ah, il y en a dans la plaine. Oui, mais enfin, vous avez quand même plus près de 80 que 60. 75. Bon, ça fait 15 hectares de plus, quoi. Combien vaut un hectare de terre chez vous? Il n'y a pas de prix, de toute façon, ça dépend si c'est libre Est-ce ou qu'il si est c'est plus... pas libre. oui, bien sûr, mais est-ce qu'il est plus cher en moyenne qu'ici ou moins cher? De toute façon, c'est plus cher qu'ici, c'est certain. Bah oui, mais de toute façon, bon, toi tu dis, et moi je suis pour les grandes exploitations. Nous, on peut très bien dire, nous, on est pour que les gens vivent au pays. Hein, et puis dire, bon, ben les gens qui ont choisi de vivre au pays, moi je vois pas pourquoi qu'il faudrait les coller au chômage ou les envoyer à l'usine. Je vois pas du tout. De toute façon, je vois pas en quoi ça envoie quelqu'un au chômage. Hein. Ah bah merde, et du jour, Bruno, écoute. Bon, attends, écoute, tu vas me laisser parler, s'il te plaît. Bon, du jour où tu as une exploitation de 80 ou de 100 hectares, bon, si on dit 2 gars peuvent vivre sur 50 hectares, hein, bon, tu peux faire vivre, moi j'estime que sur 50 hectares, tu peux faire vivre 2 couples. Pas en céréales, c'est pas possible. Mais pas, tu parles toujours de céréales. Ah, oui, et toi, tu parles toujours d'élevage, toi. Non, mais je te dis ma façon de penser. Toi, tu nous parles d'élevage, nous, on peut bien te parler de vivre autrement. Oui, hein, justement, oui, mais il faudrait peut-être que tu acceptes aussi les céréales.
Mais j'accepte les céréales à condition que que ça ne fasse pas le vide du pays. Parce qu'à la limite, chez nous, on est céréaliers. Alors moi, je comprends assez bien les céréaliers venant de l'extérieur ici, parce que leur situation étant meilleure, au point de vue capitaux, eh bien, ils peuvent acheter de la terre, le double ici pour la moitié là-bas, quoi. C'est ça, quoi, en définitive. Oui, mais enfin... Alors, comme vous dites tout à l'heure que les terres ici conviennent aussi bien aux céréales que là-bas, moi je sais pas vous Oui, il y a avez peut-être l'expérience. un peu plus de frais à faire parce qu'il faut drainer ici. Oui, il faut tout Bon, faire, oui. Il y a des aménagements supplémentaires quand même à faire ici. Vous, après tout, bon, votre matériel, vous n'avez pas tellement, si vous voulez par là, d'engagement de capitaux autrement. On a autant de... Moi j'ai autant de capitaux que vous d'engager. Hein, mais dans les terres, justement. Non, dans le matériel. Dans les équipements, dans les terres, j'en ai pratiquement pas. Oui, mais enfin, disons que vous avez quand même pas la charge, le capital élevage qu'on a. Ben non, mais j'ai la charge de plus de matériel. Plus, je sais pas. Oh, t'as pas plus de matériel. Ben si, les équipements d'arrosage et Ah oui, d'accord. Ah oui, enfin, ça, oui, enfin, il peut les avoir oui, chez mais nous aussi, quand même. C'est encore un rapport supplémentaire. Si tu les as, c'est bien que ça t'apporte un complément de sécurité, quoi. Ouais, arriver à équilibrer. D'accord, mais ça t'apporte quand même un complément de revenu. Une sécurité plus... Oui, mais enfin, si tu parles sécurité, c'est bien que ça t'apporte un complément à un certain moment. Ben, certaines années, voilà. Hein? Voilà, certaines années. Oui, certaines années, parce qu'on ne peut pas dire tous les ans. Comme ouais, cette année, c'est sûr que c'était pas tellement utile d'arroser. Bon, ben, certaines années, ça apporte quand même une sécurité. C'est une sécurité, c'est autre chose. Hein. Ce système qu'on appelle le système capitaliste, quoi, faut pas non plus se voiler les yeux. Je vois difficilement comment on pourrait faire autrement, mais il me semble qu'il y aurait des systèmes à chercher entre le socialisme et le capitalisme, qui serait peut-être pas trop mal, des fois on pourrait peut-être trouver, mais personne s'en occupe. Parce que... Oui, voilà, ça devient... Un qui n'a pas eu peur de la politique, c'est Marcel Guintard. Lui et sa famille sont des communistes. Nous en avons aussi à Mouchamp. Marcel a été valet de ferme, comme moi. Mais lui, il est devenu célèbre. Il est chef du parti en Vendée et membre du comité central. Il a fait son chemin dans son église, qui n'est pas la mienne. L'évolution de notre commune s'est faite... au départ, le milieu républicain était quand même soit protestant, en tout cas laïque, fermement laïque. Il était laïque parce que toi, par exemple, bon, tu as été à l'école laïque. Avec le père Coudrin et le père Favreau. Mais attention, on m'a dit d'affaire que les discours laïcs d'autrefois étaient beaucoup plus fermes que ceux d'aujourd'hui. Oui. Parce qu'un laïc autrefois était un homme, était un républicain. Maintenant, tu nous l'as fait. Oh, tous les catholiques. Comprends-tu? Les laïcs d'aujourd'hui... Qu'est-ce que t'appelles un républicain maintenant? C'est pas la même allure. Tout le monde est républicain. Même Giscard. Oui. Tout le monde est républicain. Tout le monde est républicain, mon programme. Mais qu'est-ce que t'appelles un républicain? Ah, étant gosse, chez nous, on a entendu causer des socialistes. Parce que le Parti communiste était encore pas sorti dans le moment. Mais oui, mais tu vois, les socialistes, le nom faisait déjà moins peur. Bon, les socialistes, t'avais M. Coudrin qui était directeur de l'école. Oui. Oui, mais ça, alors, un grand camarade au Pépé David, qui était forcément avancé. Alors, tu sais, alors, en avant, hein, serre à la main. Oui, puis après tu as les autres instituteurs. Alors là, t'avais vraiment l'instituteur et puis tout qui marchait, quoi. Mais ça n'avait pas l'allure des socialistes d'aujourd'hui, si je comprends pas. Ah, certainement. Certainement. Et puis des socialistes maintenant. Et puis des socialistes. Moi, je suis pas venu au parti sur une base anticléricale, si tu veux, parce que la génération d'avant, je crois, doit être venue surtout sur une base anticléricale. Moi, je suis plutôt venu sur une base sociale quand, me trouvant valet de ferme, petit valet, dire, enfin, ils nous exploitent ces types-là, c'est pas possible, quoi. Tu te levais vers 6 h du matin, fallait s'occuper des bêtes, enlever le fumier, après tu relevais le fumier, tu allais casser la croûte, c'était 7h30, 8h, et après, on partait dans les choux. On passait la matinée dans les choux, s'il faisait beau, ça allait, s'il mouillait, tu revenais complètement guenné, complètement en fondu. Alors là, tu te mettais devant le feu, et puis tu séchais un peu, ça fumait, ça sentait un peu le jambon, et alors on cassait à nouveau la croûte, et on repartait après pour les travaux d'ouvrage, et le soir, quand la journée était finie, il fallait encore le petit valet qui fasse la vaisselle. Et t'avais quel âge pour ça? 14 ans. Mais t'en as qui disent que les valets, qu'on était comme les patrons, ça c'est de la belle connerie, parce que tu te rappelles ce qu'on avait dit à papa? Ah oui, oui.
un métayer de Mouchon, faut peut-être pas citer le nom, qui avait dit un jour à papa, tu sais mon petit Guintard, et pas grand-chose d'un volet. Tu sais que tu avais été mortifié. Oh là là, tu avais été vexé, papa a dit quand même. Hein. Les métayers, lui. Mais monsieur se croyait quelqu'un. Même. Tu vois, ils étaient plus mauvais les métayers que les vrais patrons. Parce que cette ferme, elle était à Madame Babu, et Madame Babu n'aurait pas fait une réflexion comme ça. Les riches. À papa, ah non. Mais regarde, par exemple, moi, quand j'ai eu un accident en 54, je me rappelle bien, vous êtes venu me voir à l'hôpital. Ah, mais oui, j'étais converti. En arrivant à l'hôpital, c'était moi qui le cœur me manquait, mais pas toi. Ben oui, mais j'avais vu un petit coup de goutte, là, ça avait tenu, on avait tenu le choc, là. C'était pas bon, hein. Mais te rappelles-tu que quand je suis revenu de l'hôpital, 23 jours après, que mes bottes étaient encore sous l'escalier, tachées de sang. Elle n'avait pas été lavée. Et puis que je pose la question à la patronne, puis qu'elle me répond. Elle me dit, ah ben, on n'avait pas lavé tes bottes. Je dis, ça aurait été votre fils. Vous n'auriez pas lavé les bottes? Elle me dit, t'apprendras que mon gars n'est pas un volet. Je dis, ben, vous apprendrez que le volet vous emmerde. Je ne remettrai plus les pieds chez vous. Et te rappelles-tu quand vous vous fréquentiez tous les deux? Fallait pas qu'on se voit tous les deux. Parce qu'évidemment, le jeune homme plaisait, mais la religion plaisait pas. C'était pas la religion qui plaisait pas, c'était la mentalité. Parce que bon, chez toi, vous étiez protestant, non pratiquant. Protestant, toi. Non pratiquant. Tu avais été baptisé, non? Il a été baptisé protestant. Ah oui, aussi. Non pratiquant. Tu n'as pas été baptisé protestant, mais vous ne pratiquiez pas. Tandis que chez nous, on était catholiques pratiquants. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai pas été à votre mariage. Ah oui. Et que le curé de l'époque m'avait dit, c'était le père Dillet, il m'avait dit, ça sera le plus beau cadeau pour ta communion solennelle que tu pourras faire au bon Dieu, de ne pas aller au mariage de ta sœur. Et tu sais que ça m'avait drôlement vexé ce jour-là, hein? Faut bien que ce jour-là, le clergé a baissé dans mon estime de 90%. Les guerres de Vendée, ça a commencé à la limite de la commune. Vous avez bien observé au Bois-Roland, là-bas, la plaque, la croix qui indique que ici fut remporté le 19 mars 1793 par les gars du bocage commandés par Roiran et Sapineau, la victoire qui donna son nom aux guerres de Vendée. Ben justement, je suppose que la plupart de ceux qui ont été tués ou guillotinés ou fusillés se retrouvaient dans cette première bataille. On est bien les descendants de toute cette équipe parce que la plupart des familles existent encore. Un bon paquet de tout ça, c'était des paysans. À qui ils avaient affaire, ces paysans? T'avais les aristocrates comme ailleurs. T'avais par exemple la famille de Chabot. Mais ils s'entendaient pas mal avec les aristocrates. Par contre, les fermiers généraux qui, eux, s'occupaient des biens et qui volaient à la fois le paysan et puis le châtelain, alors ceux-là, ils ne pouvaient pas les voir en peinture. Or, quand ces gens-là ont acheté les biens nationaux, ils se sont dit, mais où c'est qu'on s'en va? C'est eux qui deviennent nos maîtres. T'as vu Pierre You, là, sur la plaque? C'est celui dont tu m'avais parlé quand je faisais mon arbre généalogie? Oui, c'est le grand-père qui vivait à Veynes à l'époque, et puis qui a participé à la guerre de Vendée. Il m'intrigue, ce Guintard. Je ne m'attendais pas à voir un communiste à l'église. À sa sortie, je l'ai rencontré. Je l'ai invité à venir me voir. Et à ma grande surprise, il a accepté. Vous savez, moi, pour vous dire, en fond de pensée, je me suis jamais senti profondément républicain. Profondément républicain. Bah oui. Moi, j'ai encore entendu raconter des histoires de la guerre de Vendée par des vieilles personnes quand j'avais 8-9 ans. Je me souviens d'une bonne femme qui avait 89 ans, que j'ai rencontré à la Coussère, qui me racontait des histoires que sa mère avait vécues, sa propre mère. Mais sa propre mère devait avoir vécu très très vieille, hein? Elle avait 89 ans, exactement en 1909. Elle est donc née en 1800. Ah oui, effectivement. Alors sa mère avait vécu le temps de la Révolution avant. Et elle m'a raconté ce qui s'était passé. Comment sa mère avait échappé aussi à un massacre. Parce qu'elle avait disparu dans les cotillons de sa propre mère, qui
est morte. Dans toutes les révolutions, c'est un peu comme ça. Il se trouve toujours des gens pour accaparer les résultats. Par exemple, dans la révolution communiste de 1917, il s'est créé une caste. Et cette caste se continue. Je ne crois pas que les fils ou les neveux de ceux qui dirigent la Russie maintenant reviennent à la terre pour être des simples terres. Ah, là, je ne vous suis pas totalement sur ce terrain, parce que, si vous voulez, je crois qu'une révolution, comme la révolution russe, il faut voir les grands problèmes qu'elle a résolus ou qu'elle est en voie de résoudre. Excusez-moi, je reviens, mais je pense tout d'un coup que depuis un moment, je n'ai pas été voir à mon ragoût là-bas. Ça va. Ça va aller. Ah, nous disions... Mais on était sur la révolution russe. Ah oui. Et vous me parliez d'une caste. Je disais que les dirigeants de la révolution russe sont désormais des grands messieurs. Et que leurs fils et filles en seront aussi. C'est un problème compliqué, là, que vous me posez, parce que comment dire, par exemple, prenons des cas concrets, je pense que c'est les cas concrets, prenons un Brejnev ou... oui, c'est ça. Un Brejnev, il sort de bas, il a été porté à des responsabilités peu à peu, il est au poste dirigeant numéro 1 depuis maintenant 16 ans, 16-17 ans, mais je ne pense pas qu'il est totalement rompu avec ses racines, et en ce qui concerne sa famille, je ne pense pas non plus, enfin... Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'il y a qu'on peut parler de caste, vous voyez? Oui, quelquefois, je me mets à penser ceci. Autrefois, notre Église catholique était intransigeante. Il n'y a pas de doute. Et il y avait un certain cléricalisme qui se renouvelle d'ailleurs. Encore aujourd'hui, c'est un autre aspect. Il y avait un certain cléricalisme qui était désagréable. Et hors de l'Église, il n'y a pas de salut. Et alors, on appliquait ça très strictement. Trop peut-être. Mais là, il semblerait aujourd'hui que le régime communiste en Russie ait adapté la même formule aussi. Hors de chez nous, hors du communisme, il n'y a pas de salut. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on ne puisse pas faire son salut? J'entends le salut qui n'est pas le même. Enfin, le salut temporel. Est-ce qu'on ne peut pas se faire son salut et être libre, heureux, dans un régime qui ne soit pas communiste? Je vois ce qui se passe en régime soviétique. Ils s'apprécient. On les empêche de s'enfuir, tellement ils sont pas heureux là-bas. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle. Nous, on ne considère pas que le régime soviétique est un modèle. De toute façon, il ne peut pas correspondre du tout au tempérament des Français. Mais ce que je crains, c'est que vous parliez ainsi quand vous êtes en régime capitaliste, parce que vous en avez la liberté, mais vous ne parliez plus ainsi quand le régime communiste sera au pouvoir. Eh bien, croyez-vous que les communistes vendéens soient faits d'un autre bois que la population? Absolument pas. Non. Les communistes vendéens, à l'heure actuelle, moi je suis secrétaire d'une fédération dans laquelle il y a plus de 2000 adhérents, 2300 exactement, et ces 2300 adhérents, il y en a au moins 2000 qui sont chrétiens, et il y en a un très grand nombre qui pratiquent. Ben, je ne pense pas qu'on puisse se faire des illusions de masse à un tel niveau. C'est justement ce que je me demande, si ces gens-là ont véritablement bien compris le régime communiste en tant que tel. C'est vrai, le communisme, aujourd'hui, s'étend par une espèce de doctrine d'osmose. Le marxisme tend à disparaître comme philosophie, mais il s'intègre dans la société, et particulièrement dans la société catholique. Et je me suis dit quelquefois, d'ailleurs je ne suis pas le seul à me le dire, que les derniers marxistes qui existeront, ce seront les prêtres. Ça, c'est une conclusion que je vous laisse. Moi, ce que je pense, c'est vraiment une conclusion à laquelle je ne m'attendais pas du tout.
Bon, il y a un truc qui m'a toujours étonné dans l'église. Oui. Bon, il y a l'abbé, qui rentre dans une cure, il y a le curé. Oui. Après, alors, ils ont mis des grades, là, après, c'est le chanoine, c'est l'évêque, c'est... Oui. Ça me semble un petit peu l'armée, quoi. Ah oui, la hiérarchie, moi, ça me... Oui, c'est une organisation. Moi, ça me... Je vais pas dire ça me dégoûte, mais presque, parce que je me dis, le Christ, lui, quand il s'est promené là-bas avec ses savates sur la Palestine, hein, eh ben, il s'embêtait pas avec tout ça, lui. C'était la fondation. Moi, je trouve que l'Église, là, elle fait une trop grande différence, quoi. Il ne devrait pas y avoir de différence comme ça entre les hommes. Ça me rappelle toujours le temps que j'étais à l'armée, ce machin-là. Ah oui, ça, parce que, bon, ben, vous avez le cabot, vous avez après ça le cabot-chef, et puis ainsi de suite, quoi. Ça maintenant, un petit si peu on ça, veut quoi. avoir une église qui soit organisée, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Maintenant, ce n'est pas nécessaire du tout qu'en effet, ceux qui sont à la tête d'un diocèse, par exemple, en profitent de leur place pour fabriquer de la grandeur. On les appelait autrefois son excellence, sa grandeur, Voilà, etc. voilà. Moi, je trouve que ça tient pas de bien, bon, ça. c'est des choses qui sont qui étaient liées avec un temps de la société. La société change, alors eux aussi changent. Et on est chrétien, on nous a donné un nom de baptême. Oui. Ça devrait quand même être celui qui passe partout. Passe Entre chrétiens, moi je vois pas du tout pourquoi je vais appeler un abbé monsieur l'abbé ou monsieur le curé ou monsieur le chanoine. Alors que ben, ils m'appellent Michel. Oui, ils me disent pas bonjour Michel agriculteur. Ou monsieur l'agriculteur. Oui, c'est ça. Mais pourquoi que moi je vois là, les copains que j'ai qui sont prêtres, on s'appelle entre nous par nos prénoms. Mais tu dis aussi monsieur le préfet, monsieur le maire, tu dis ça. Oui. Oh, monsieur le maire, pas souvent. Monsieur le préfet, rarement, parce que je le vois jamais. Tu le vois jamais. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un, comment veux-tu l'appeler? Ben, par son prénom. Et il s'appelle Henri Milsan. Bonjour Henri. Voilà. Oui, comme ça. Hein? Tout simplement. Oui, ça peut se faire. Hein? Tout à fait simplement. Ça peut se faire. Mais ordinairement, le curé dans une paroisse, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est pas un copain avec qui tu as vécu depuis le commencement. Alors c'est sa fonction qui est indiquée là. Bon. Que l'on supprime, par exemple, monsieur le chanoine, moi je suis tout à fait d'accord aussi. Enfin, d'ici quelques années, il y aura pratiquement plus de prêtres. Est-ce que ça veut dire pour vous que l'évangile ne s'annoncera plus? Si, il s'annoncera quand même. Et moi je ne crois pas qu'il y aura plus de prêtres. Certainement pas. Il y en aura toujours. Enfin, en nombre seulement, beaucoup moins. il est certain que dans la société actuelle, que nous avons en France, du moins, et dans l'Occident, là, il est difficile à un jeune homme de devenir prêtre. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'en ont pas envie. Pourquoi ils n'en ont pas envie? Parce que la société dans laquelle ils vivent ne leur donne pas le désir de se sacrifier, de renoncer à tout, absolument tout, pour se faire prêtre. Justement, c'est que ça leur fait peur. Moi, j'en reviens, et je crois que le célibat, il y en est pour beaucoup là-dedans. Mais enfin, moi, je ne sais pas, mais enfin, pour moi, est-ce que l'Église voit la femme presque comme une source de péché, alors, puisqu'elle empêche les prêtres de se marier? Ah, c'est pas pour comme une source de péché. Oh, ben, dans l'histoire, hein. Oui, il y a eu en effet certains temps, au temps du jansénisme, par exemple, où on considérait la femme comme vraiment une source de péché. Pas de doute. On disait, bah, c'est Ève, c'est elle qui a fait pécher Adam, voilà, et ainsi de suite. Voilà, une femme, quoi. Oui, c'est ça. Mais actuellement, si l'Église demande aux prêtres de rester célibataires, ce n'est pas parce que la femme est une cause de péché. Non, c'est pour qu'il se consacre entièrement à son ministère, à son sacerdoce, sans avoir besoin d'élever une famille avec une femme et des enfants. Enfin, si on regarde autour de nous, dans les familles qui ont encore la tradition chrétienne, hein, oui. bon, on ne parle pas de contraception. Mais n'empêche que dans la vie actuelle, est-ce qu'une famille peut se permettre d'élever 5, 6 enfants? Et encore plus après. Mais c'est pas nécessaire. Mais c'est pas nécessaire, bon, mais les femmes, certaines femmes ont des cycles qui sont très irréguliers. Bon, si elles n'ont pas la contraception pour les aider, eh ben, je sais pas, moi, les enfants, ils arrivent, il faut les élever, hein, il faut leur faire une situation. Oui. Bon, dans le monde actuel, est-ce qu'une famille d'ouvriers peut se permettre une chose pareille? Ben non, on peut plus. Oui, justement, c'est pour ça qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises, certainement. Maintenant, moi, je ne peux pas prendre les décisions moi-même, c'est pas possible. Aucun prêtre ne peut prendre une décision comme ça. Du moment que l'Église enseigne depuis le début la même chose, pour que ça change sur le plan moral, il faudrait bien quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que c'est pas moral de limiter son nombre d'enfants? Ah, c'est très moral de limiter le nombre d'enfants, mais en employant des moyens naturels, et non pas des moyens artificiels. Mais oui, mais justement, alors, je reprends encore le cas des femmes qui ont des règles très irrégulières. Oui. Bon, mais
Les moyens naturels, ben que voulez-vous, franchement, non, moi, ça va pas, quoi. Alors il faut qu'elle sacrifie. Il faut laisser cette décision à l'Église, c'est-à-dire au souverain pontife. Moi, je ne peux pas prendre de décision. Parce que moi, je ne sais pas, mais une femme qui a, je sais pas moi, bon, moi j'en ai 3. Hein. Mais si j'en avais 5 ou 6, eh bien, croyez-moi, je serais folle. Hein. Voilà, tant que ça. Oh ben non, parce que ma mère en avait 6, puis elle n'est pas venue folle. Non, mais les conditions n'étaient pas du tout les mêmes à cette époque-là que maintenant. Non, mon père était mobilisé. Et ma mère était toute seule pour nous élever. Mon père était mobilisé. Et ma mère était toute seule pour nous élever. C'est pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui, évidemment. Enfin, nous ne sommes pas tous d'avis. Voilà. Mais peut-être, nous pourrions quand même avoir un point commun. Ce serait de prier ensemble. Ce soir, nous allons terminer notre veillée. Crois-tu pas, René, que nous pourrions dire une prière? Notre Père, que nous réunirait. Je suis pas forcément contre une prière ensemble, sauf que il faudrait qu'on ait un peu le même objectif. Oui, c'est ça. C'est pas forcément et l'objectif évident. Sera sûrement le même dans le Notre Père. Et si on se dit chrétien, justement, on a tous le même Père. Dans le Notre Père, on s'adresse au Père. Et dans le Notre Père, tu as aussi « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Et puis tu as aussi le « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Ben, oui, le Notre Père, c'est vrai que c'est pratiquement la prière sur laquelle on peut être d'accord. Sauf que, ben, pardonnez-nous nos offenses c'est dur, ça. À ceux qui nous ont offensés. C'est quand même très très dur de le dire. C'est-à-dire, pardonnez-nous nos offenses, ça va encore. Ça va encore, mais c'est après. Mais comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un point assez dur à dire, c'est vrai. Moi, personnellement, je proposerais plutôt un temps de silence. Le temps de silence peut aussi être une prière. Alors, restons en silence un petit moment. Oui.